Alors que toute l'Europe est largement unie derrière l'Ukraine, il y a une exception qui retarde ou bloque toujours les décisions. Le pays ne soutient pas les sanctions, continue d'acheter du pétrole russe et considère ouvertement Poutine comme un ami proche. Il s'agit bien sûr de la Hongrie d'Orbán. Après avoir été réélu pour la 5e fois en 2022, il s'est senti encore plus en sécurité et a continué à transformer le pays. Mais l'Ukraine est une pièce importante du puzzle. Depuis longtemps, il ne veut plus seulement adapter le pays à ses besoins politiques et économiques, mais il se considère aussi comme le patron de toutes les minorités à l'étranger. Et il s'adresse de plus en plus à la minorité hongroise en Ukraine. Ce qui peut paraître assez fou au premier abord est en fait très systématique en Hongrie. Le pays est considéré comme l'un des États qui a perdu le plus de territoire. Et comme cela n'a jamais été vraiment résolu, de nombreuses tendances politiques continuent de réclamer une revanche. Il s'agit d'anciens territoires hongrois, qui sont encore majoritairement habités par des Hongrois. Et Orbán fait de plus en plus siennes ces idées. Il suit ainsi une voie étroite entre la Russie et l'Union européenne, et veut profiter à la fois de la victoire de l'Ukraine et de la Russie. Actuellement, il se positionne particulièrement pour le scénario où la Russie serait victorieuse. En tant qu'ami proche de Poutine, la Hongrie pourrait mettre en œuvre ses plans de longue date et changer une fois de plus la carte de l'Europe. Examinons donc son plan perfide en détail. Pourquoi la Hongrie réclame-t-elle tant de territoires? De quel territoire s'agit-il en détail? Et que se passerait-il si la Russie était effectivement victorieuse? Nous nous penchons sur toutes ces questions dans la vidéo d'aujourd'hui. C'est parti! Nous ne devons pas oublier que la Hongrie était autrefois l'une des monarchies les plus puissantes d'Europe, notamment à l'époque du Royaume de Hongrie, et plus tard sous la double monarchie austro-hongroise. Mais avec la Première Guerre mondiale, cette grande puissance a disparu en très peu de temps. Lors du traité de Trianon en 1920, elle a perdu plus des 2/3 de son territoire et environ 60% de sa population au profit des pays environnants. De plus, plusieurs millions de Hongrois vivaient désormais dans des territoires étrangers. Aujourd'hui encore, cette situation est considérée comme une humiliation profonde et constitue un traumatisme majeur pour la société hongroise. Nous pouvions voir la même chose en Autriche. C'est pourquoi tant de gens aspiraient à faire à nouveau partie d'une grande puissance. C'est pourquoi l'Allemagne a eu la vie si facile avec l'Anschluss en 1938. La Hongrie aussi voulait faire à nouveau partie d'une grande puissance, mais contrairement à l'Autriche, elle voulait devenir elle-même une grande puissance. La reconquête de la Grande Hongrie, par la révision du traité de Trianon, est ainsi rapidement devenue l'une des doctrines principales de l'État. Ainsi, à partir des années 30, la Hongrie s'est armée de plus en plus massivement et a revendiqué des droits sur les pays voisins. Elle a travaillé en étroite collaboration avec l'Allemagne, qui considérait la Hongrie comme un avant-poste favorable à l'Allemagne en Europe du Sud-Est. C'est ainsi que la Hongrie, tout comme l'Allemagne, a commencé à annexer petit à petit les pays voisins. Cela a commencé en 1938 avec ce que l'on appelle le premier arbitrage de Vienne, où des régions à majorité hongroise dans le sud de la Slovaquie et dans l'Ukraine des Carpates ont été séparées et attribuées à la Hongrie. Lors d'une courte guerre contre la Slovaquie au début de 1939, elle a même mis la main sur toute l'Ukraine des Carpates. Et note bien celle-ci, car elle sera importante plus tard. Mais d'abord, d'autres annexions ont suivi pendant la guerre, comme en Roumanie et en Yougoslavie. Mais les choses allaient bientôt changer pour les puissances de l'Axe. Au plus tard après la bataille de Stalingrad, après laquelle la deuxième armée hongroise a été encerclée avec 200 000 hommes, il était clair pour la Hongrie qu'elle devait trouver une issue. Elle voulait sortir de la guerre sans pour autant devoir céder les nouveaux territoires gagnés. Elle a donc essayé de changer de camp et de rejoindre le camp des Alliés. Mais le plan a été découvert trop tôt par les services secrets allemands.
et comme l'Italie avait déjà changé de camp en 1943, l'Allemagne voulait absolument éviter cela. Ils ont donc envahi la Hongrie, l'ont occupée et ont forcé les Hongrois à continuer à se battre pour eux. C'est ainsi que l'armée rouge a continué à avancer vers la Hongrie, qu'il a finalement occupée. La guerre s'est donc terminée pour le pays avec la capitulation des forces de l'Axe en mai 1945. Une grande partie du pays avait été détruite. La population avait subi de lourdes pertes et pour l'élite, le pire, les gains territoriaux avaient été en grande partie annulés. La Hongrie a de nouveau perdu des territoires au profit de ses voisins et a été forcée de passer sous la sphère d'influence soviétique. Cependant, la Hongrie n'a pas été punie aussi sévèrement que l'Allemagne ou l'Autriche et n'a donc pas été occupée ou divisée en zones d'occupation. La Hongrie a toujours affirmé qu'elle voulait changer de camp. Mais le traitement plus doux de la Hongrie n'a pas fait disparaître les idées revanchardes. Au contraire, elles ont même été renforcées, car ce qu'ils ont obtenu pendant une courte période a donné un avant-goût de ce qui semblait possible et a renforcé la croyance de nombreux Hongrois qu'une extension territoriale était réalisable. Beaucoup de Hongrois ne se voyaient pas comme des agresseurs, ce qu'ils étaient après tout dans les premières années de la guerre, mais comme des victimes des manipulations d'Hitler. La nouvelle réduction de la Hongrie était perçue comme une profonde humiliation et une injustice. Et c'est pourquoi ces idées sont encore très présentes aujourd'hui dans la société hongroise, en particulier dans les cercles de droite. On entend régulièrement dans différents cercles la demande de restitution des anciens territoires, en particulier ceux de l'Ukraine des Carpates. Tout cela est allé de pair avec l'ascension de l'homme politique le plus puissant de Hongrie, Viktor Orbán. Au début, il semblait avoir une relation très modérée avec l'Ukraine. Lorsque l'OTAN a décidé en 2008 de ne pas inclure l'Ukraine et la Géorgie dans l'alliance militaire, Orbán a déclaré que c'était une mauvaise décision. À l'époque, il était encore membre de l'opposition. Mais quand Orbán est devenu Premier ministre en 2010, il a soudainement adopté un tout autre ton et les relations entre les deux pays se sont progressivement détériorées au fil des années. Orbán se voyait comme le protecteur de la minorité hongroise dans l'Ukraine des Carpates. Une grande dispute a éclaté à propos d'une loi linguistique ukrainienne. En 2017, le président ukrainien de l'époque, Porochenko, a signé une loi sur l'éducation dans laquelle l'ukrainien deviendrait la langue d'enseignement obligatoire à partir de la 5e année. Auparavant, il était permis d'utiliser d'autres langues d'enseignement dans les régions où la minorité ethnique représentait plus de 10% de la population. L'objectif était de faire reculer le russe, mais les minorités hongroises ont également été touchées. Orbán a considéré cela comme un affront et son ministre des Affaires étrangères a annoncé qu'il bloquerait toute intégration supplémentaire de l'Ukraine dans l'OTAN et l'Union européenne. C'est ce que nous voyons encore aujourd'hui. Mais il y a eu pire encore. La Hongrie a également influencé les élections parlementaires ukrainiennes de 2019 afin d'obtenir plus de sièges au Parlement pour le parti minoritaire hongrois. De plus, une vidéo est apparue dans laquelle le consulat hongrois distribuait des passeports hongrois à des citoyens ukrainiens dans la région frontalière. Ils devaient prêter serment de fidélité à la Hongrie et chanter l'hymne national hongrois. De nombreux autres incidents ont eu lieu, comme un accord douteux sur le gaz naturel de Gazprom, la construction de bases militaires et d'autres demandes d'autonomie pour les Hongrois en Ukraine. Et c'est ainsi que les relations entre les deux États sont plutôt en suspens. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui, la Hongrie étant le seul pays à bloquer l'aide importante à l'Ukraine. Orbán suit à la fois une politique étrangère et intérieure. Chaque déclaration anti-ukrainienne de Budapest est aussi une déclaration de loyauté indirecte envers Moscou. Et en exigeant la restitution de l'Ukraine des Carpates, il s'assure surtout la loyauté des électeurs d'extrême droite en Hongrie, qui rêvent toujours d'une grande Hongrie. Le parti d'extrême droite Notre Patrie est particulièrement visé.
Ce n'est qu'en janvier, lors d'une réunion du parti, que celui-ci a déclaré que la Hongrie revendiquerait la région occidentale de l'Ukraine si l'Ukraine perdait son statut d'État en raison de l'invasion russe. Orbán avait déjà déclaré auparavant que l'Ukraine était un État financièrement inexistant et plus souverain en raison de sa dépendance au soutien international. Il s'est aussi provoqué car il se fait souvent photographier avec une écharpe représentant la Grande Hongrie. C'est ainsi qu'en Hongrie, on discute ouvertement du démantèlement de l'Ukraine. La Roumanie voisine connaît une évolution similaire. Là aussi, plusieurs politiciens de droite demandent l'annexion d'une partie de l'Ukraine. Ils demandent l'unification de la Roumanie avec les territoires qui appartenaient autrefois à la Roumanie et qui appartiennent aujourd'hui à l'Ukraine, ainsi qu'avec la République de Moldavie. Ces idées revanchardes sont donc de plus en plus présentes en Europe. Cela renforce une fois de plus la raison pour laquelle une victoire russe en Ukraine serait si fatale pour l'Europe et le monde. Car non seulement la Hongrie, mais presque tous les pays revendiquent encore aujourd'hui certaines régions qui faisaient autrefois partie de leur territoire national. Dans l'ordre mondial des dernières décennies, il y avait pourtant un consensus silencieux pour soit régler ces litiges, soit les résoudre pacifiquement. Mais si nous commençons à déplacer de plus en plus de frontières, nous nous retrouverons rapidement dans un ordre mondial où la loi du plus fort s'applique et où les guerres sont monnaie courante. Et cela pose un problème majeur pour la sécurité mondiale, surtout face à la montée de partis de plus en plus extrêmes et d'autocrates rétrogrades.